Bienvenue au Jeudi avec Andrea Girard, consultante pédagogique. Je suis Andrea et c'est un plaisir de te revoir pour un autre live. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale quand même parce que ce sera mon dernier live avant la pause de l'été. Et ça, je vais en reparler un petit peu plus en détail à la fin du live. Alors aujourd'hui, je dis 5 faits sur le yoga parce que le 21 juin, ce sera la Journée internationale du yoga. Et dans cette journée-là, vous allez certainement voir des activités qui vont être proposées sur différents sites, différents réseaux sociaux ou peut-être localement. Et même moi, je participe des fois à des activités pour enrichir mes connaissances et j'ai voulu aujourd'hui te partager 5 faits sur le yoga pour en apprendre plus sur le yoga ou peut-être pour t'inspirer à expérimenter le yoga. Alors, je vais commencer tout de suite avec mon premier fait. Le yoga existe depuis plus de 5000 ans. Alors, l'histoire du yoga remonte quand même à l'origine de la civilisation de la vallée de l'Hindou dans le nord-ouest de l'Inde il y a plus de 5000 ans. Parfois, on pense que c'est récent parce que depuis quelques années, il y a un engouement pour le yoga, mais ça date d'il y a quand même très longtemps et à l'origine, c'était vraiment dans la partie de l'Inde, même la partie du nord-ouest. Et à l'origine, on retrouvait des textes. Alors, le plus ancien recueil de textes spirituels était dans le Rig Veda et il n'y avait que des mantras, des chants et des rites. Donc ça veut dire qu'initialement, il n'y avait pas de posture de yoga, il n'y avait pas de méditation. Le yoga était vraiment fait pour, et les mantras, c'est des phrases positives qu'on se répète. Alors, c'était vraiment une philosophie et le but était d'avoir une meilleure compréhension du monde. Ensuite, le yoga a évolué pour avoir une meilleure étude de soi et le but ultime est de viser l'auto-épanouissement. Et ça a pris 500 ans avant Jésus-Christ, avant qu'on commence à instaurer les postures et la méditation comme éléments faisant partie du yoga. Et là, le dernier recueil important où est-ce que là, on a commencé à instaurer un peu les postures et la méditation est le livre de Patanjali. Donc, Patanjali et les Yoga Sutras. Sutra signifie comme le fil d'un collier, donc on peut dire que c'est le fil conducteur des connaissances, parce que là-dedans, on retrouve 195 aphorismes ou faits qui résument des savoirs du yoga traditionnel. Et si vous voulez en lire, en acheter, regardez bien les versions parce qu'il y a plusieurs versions qui sont différentes. Moi, celle que j'ai, c'est celle de Jean Bouchard Dorval. Et vous allez voir, peut-être vous allez en lire, puis il y en a qui vont peut-être un peu moins vous parler. C'est normal parce que chaque auteur a pris l'aphorisme qui était en sanskrit à la base, l'a traduit à sa façon et l'a interprété. Alors, il y a des traductions qui sont plus intéressantes que d'autres, mais c'est sûr que vous ne trouverez pas, des Yoga Sutras qui sont en sanskrit parce que c'est une langue qui ne se parle même plus nécessairement en Inde. C'est très, très rare. En Inde, ils peuvent arriver à la comprendre, mais le parler, c'est vraiment pas fréquent. Et ensuite, pour savoir quand est-ce que c'est arrivé en Occident, c'est seulement au milieu du 19e siècle. Et vers 1890, le célèbre Swami commençait à venir faire sa tournée en Europe et aux États-Unis. Et c'est comme ça que le yoga est devenu célèbre en Occident et qui s'est internationalisé. Ensuite, une autre chose qui est vraiment importante du yoga, que j'aime beaucoup commencer mes séances avec ça, avec la signification du mot yoga. Le mot yoga signifie union. Et là, je vais donner quelques différentes façons de voir cette union-là et vous allez voir quelle façon vous interpelle le plus. Alors, le yoga, c'est l'union de notre tête, notre cœur et notre corps. On peut dire aussi que le yoga, c'est l'union de notre corps, de notre souffle et de notre esprit. On peut aussi dire que le yoga, c'est l'union de nos pensées, nos émotions et notre physique. Alors, dépendamment de la formule que moi j'ai dit, peut-être qu'il y en a une qui va vous interpeller un peu plus et c'est tout à fait normal, mais c'est vraiment important de comprendre qu'on recherche dans le yoga un équilibre entre ces 3 dimensions-là.
Et c'est cet équilibre-là qui va nous amener vers la paix intérieure, vers un état d'illumination. Et pour vous donner un exemple concrètement, moi j'aime ça expliquer ça, surtout avec les enfants pour qu'ils comprennent bien c'est quoi cette union-là. Mais parfois, on a des pensées négatives ou on a des pensées qui nous stressent. Donc ça signifie qu'on est un peu plus dans notre tête. Alors, ce qu'on veut en faisant le yoga, c'est descendre cette énergie-là qui est dans notre tête, dans notre corps, pour connecter avec nos émotions, donc comprendre plus qu'est-ce qu'on ressent. Peut-être c'est qu'est-ce qu'on ressent qui nous amène aussi beaucoup de pensées. Et pour essayer de détendre aussi notre corps. Alors, en faisant du yoga, en pratiquant le yoga ou en adoptant des philosophies du yoga, on arrive à faire un équilibre entre ces trois dimensions. Un autre fait aussi que je partage aujourd'hui, et ça va peut-être vous aider lorsque vous faites des séances de yoga avec des enseignants à comprendre pourquoi il y a tant de postures qui varient ou qui peuvent porter des noms différents, c'est qu'il existe plus de 80 postures traditionnelles. En fait, il en existe 84 postures traditionnelles qui sont enseignées. Mais comme le yoga a quand même évolué énormément depuis le temps, hein, parce que là, on sait depuis 5000 ans, 500 ans où est-ce qu'on a intégré les postures, on peut comprendre que maintenant, il existe différentes postures et il existe aussi tellement de différentes formes de yoga qu'il existerait actuellement autour de 8 millions, même plus de 8 millions de postures de yoga. J'ai lu à quelque part jusqu'à 8 400 000. Alors, il y en existe des postures de yoga. Ça veut dire que les gens sont partis des 84 postures traditionnelles. On les a modifiées, les ont adaptées pour soit différents besoins, soit différentes techniques ou différents objectifs qu'ils voulaient travailler. Alors, c'est pour ça que ça se peut que vous preniez un cours de yoga avec une enseignante. Et moi, ça m'est arrivé, là, j'ai déjà fait du yoga à une amie, puis elle me dit « OK, je connais la posture, mais moi, c'est pas ça que le nom que mon autre enseignante m'avait dit. » Et oui, c'est tout à fait possible. Alors, n'en tenez pas rigueur à votre enseignant, c'est tout à fait normal. Les noms de postures de yoga varient aussi avec des noms d'animaux, les noms des éléments de la nature. Ça peut être aussi des noms de sages ou de dieux aussi qu'on retrouve dans la religion un peu plus hindouiste. Et aussi, avec le yoga, il y en a plusieurs qui vont me dire « Ah, ben tu sais, le yoga, moi, c'est pas mon truc. » Je dirais à chacun son yoga. Parce que oui, ça se peut que ce ne soit pas votre truc. Oui, ça se peut que vous n'aimez pas le yoga. Mais, comme je dis, c'est possible. Mais ça se peut aussi que vous ne connaissez pas toutes les philosophies du yoga. Ça se peut aussi que vous n'avez pas encore découvert la forme de yoga qui vous convienne. Et je vais vous donner quelques exemples. Au niveau de la philosophie, quand on aime aider les autres et qu'on fait du bénévolat, c'est une forme de yoga. Quand on aime faire une activité qui nous fait du bien, comme par exemple lire un livre, chanter, ensuite, écoute, une autre activité qui nous ferait du bien, donc aller prendre une marche. Ça aussi, c'est une forme de yoga. Alors, pour vous dire que finalement, quand on réalise c'est quoi toute la philosophie du yoga, quand on commence à l'expliquer, à en parler, on peut peut-être conclure que finalement, tout le monde fait du yoga, c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Alors, la philosophie du yoga est vraiment assez grande, assez large. Et quand on dit à chacun son yoga, c'est parce qu'il existe tellement de formes de yoga que parfois, oui, on va faire une séance de yoga avec un enseignant. Donc, ça peut être peut-être l'enseignant, la manière qu'il enseigne qui nous convient moins, mais ça peut être aussi des fois la forme de yoga proposée qui nous convient moins. Il y en existe tellement des sortes de yoga, là. Je pourrais même pas aujourd'hui toutes les dire. Et je vais quand même vous en présenter quelques-uns. Je voulais vous en présenter plus d'une dizaine. Et je vais faire ça brièvement. C'est juste pour peut-être vous faire comprendre que c'est ça, il y en existe plein. Alors, arrêtez-vous pas non plus à une séance, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai essayé une séance de yoga, j'ai vraiment pas aimé ça. Oui, mais attends, c'est peut-être la forme de yoga que tu n'as pas aimé. Il y en existe tellement. Essaye d'expérimenter une autre forme de yoga. Sois curieux. Alors, je vais présenter le Hatha Yoga pour commencer. Alors, le Hatha Yoga, c'est la forme de yoga qui est le plus enseignée, qui représente le yoga plus traditionnel et qui englobe toutes les autres formes de yoga. C'est une forme de yoga qui convient à tout le monde. C'est une forme de yoga qui permet d'avoir un équilibre entre la souplesse et la force musculaire, tout en permettant de se détendre, de laisser nos tracas de côté et d'avoir une relaxation.
c'est, comme je dis, la forme de yoga qu'on retrouve le plus et qui englobe les autres, parce qu'il y en a d'autres que je vais parler, qu'on revient un peu au Hatha Yoga. Le Kundalini Yoga, il est à la base du Hatha Yoga. C'est juste que dans le Kundalini Yoga, je dirais que parfois, ça s'adresse un peu aux gens qui connaissent un peu plus le yoga et ou qui veulent approfondir leur connaissance de soi. Parce que le but ultime du Kundalini, c'est vraiment la connaissance de soi, la connaissance de son corps, et il y a beaucoup de postures qui tournent autour de la colonne vertébrale. Le Ashtanga Yoga. Alors, ça, c'est un des yogas aussi que je me suis déjà fait poser des questions là-dessus. Est-ce que je devrais plus aller dans le Hatha Yoga, Ashtanga Yoga? Ben, je dirais que ça dépend beaucoup de ta forme physique. Parce que le Ashtanga Yoga demande d'avoir quand même une bonne forme physique parce que ce sont des séries qui sont déjà préétablies. Alors, peu importe l'enseignant que tu vas avoir dans l'Ashtanga Yoga, c'est les mêmes séries qui vont être présentées. Alors, c'est des séries préétablies qui s'appliquent vraiment au Ashtanga Yoga, mais des séries de mouvements rapides. Alors, ça va vite, là. On vient souffler assez rapidement. Et on doit coordonner le mouvement à la respiration. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un genre d'essoufflement assez vite. Alors, on fait un mouvement, on inspire, on expire, on fait un autre mouvement, inspire, expire. Alors, c'est comme ça tout le long de la séance. Alors, c'est pour ça que je dis que généralement, ça demande d'avoir une bonne forme physique quand on fait du Ashtanga Yoga. Le Vinyasa Yoga, qui aussi est issu du Ashtanga Yoga, celui-là, donc il est très semblable à celui que je viens de vous présenter. Là aussi, dans le Vinyasa Yoga, on va synchroniser nos mouvements à notre respiration. Par contre, les mouvements s'apparentent un peu plus à une danse. Et le Vinyasa va s'appliquer à tout le monde. Parce que ce sont des séries de mouvements, mais pas des séries de mouvements préétablis. C'est des séries de mouvements que l'enseignant, lui, va avoir découvert dans sa pratique et va avoir créé. Donc, l'enseignant va être capable de les adapter à tout le monde. Alors, elle est là la petite différence entre le Ashtanga Yoga et le Vinyasa Yoga. Et pour rester dans les yogas un peu plus énergiques, on va aller dans le Power Yoga. Le Power Yoga est un yoga très, très énergique et le yoga le plus pratiqué pour les athlètes. Les athlètes adorent cette forme de yoga-là parce qu'on mise vraiment sur le renforcement musculaire. Et ça, il y en a des fois qui vont justement dire « Est-ce que tu fais ça, toi, du Power Yoga? » Non, moi, j'en fais pas. Je présente vraiment le Hatha Yoga. Et il y en a d'autres qui le font et qui aiment vraiment ça. Mais vraiment, le but de ça, c'est on fait vraiment des exercices de renforcement musculaire tout le long. Alors, il n'y a pas nécessairement des exercices pour développer sa souplesse. C'est beaucoup plus physique. Le Iyengar Yoga. Alors, ça, c'est le yoga plus traditionnel. Si vous cherchez un yoga qui est plus traditionnel à celui de l'Inde, c'est vraiment avec le Iyengar Yoga. Là-dedans, dans ce yoga-là, on va travailler l'alignement des membres du corps, l'équilibre, la circulation sanguine, la concentration. Vraiment, si vous voulez un yoga plus traditionnel au niveau de l'Inde, c'est celui-là. Le Bikram Yoga, et je présente en même temps le Hot Yoga, je présente les deux en même temps. Pourquoi je présente ces deux-là? C'est parce qu'ils sont très semblables, parce que les deux formes de yoga, de Bikram Yoga et Hot Yoga, sont pratiquées dans des salles chauffées. Le Hot Yoga, c'est dans des salles autour de 30 degrés Celsius et le Bikram Yoga autour de 40 degrés Celsius. La seule différence, je dirais, c'est peut-être des fois au niveau des postures. Donc, le Hot Yoga, c'est des postures qui vont être vraiment semblables au Hatha Yoga. Donc, c'est une séance comme le Hatha Yoga, mais dans une salle qui est chauffée. Et le Bikram Yoga, il y a seulement 26 postures qui vont être réalisables. Alors, on apprend quand même vite les postures. Parce que dans le Bikram Yoga, on vise l'étirement. On cherche des postures d'étirement et il y a juste 26 postures possibles d'étirement. On veut l'étirement des tendons, des ligaments et des muscles. Et je tiens à mettre une mise en garde pour ces deux formes de yoga-là. Comme je vous dis, je vous en présente plus d'une dizaine. Mais ces deux-là, je mets vraiment une mise en garde parce que c'est deux yogas qui se déroulent dans des salles chauffées. Et là, comprenez-moi bien, quand on est dans une salle chauffée, on est comme tellement dans des endroits chauffés que nos muscles sont super réchauffés, OK? Donc, ça fait que
on ne sentira pas nos limites. C'est là qu'on va les dépasser, nos limites, et c'est là qu'on va se blesser. Alors, les risques de blessure pour ces deux formes de yoga-là sont très, très, très présents. C'est pas des yogas, je sais que le hot yoga, il a vraiment pris une popularité récemment, depuis quelques années, mais c'est pas des formes de yoga qui s'adressent à tout le monde. Idéalement, il faut très bien connaître son corps, il faut très bien connaître ses limites, il faut très bien savoir jusqu'où notre corps est capable d'aller à froid. Et pourquoi? Parce que quand on est dans une salle qui n'est pas chauffée, donc une salle normale, ben, il faut prendre le temps de réchauffer notre corps. Parce que déjà, le matin, on va moins loin que quand on fait du yoga le soir. Parce que le soir, notre corps est plus réchauffé. Alors, dans une salle où est-ce que c'est pas chauffé, on est porté à aller beaucoup moins loin que quand c'est dans une salle chauffée. Alors, il est là le risque de blessure. Et une autre mise en garde pour le Bikram yoga, moi, j'ai rien contre l'étirement des muscles, là, mais l'étirement des ligaments, des tendons, d'habitude, on ne recherche pas ça pour notre corps. Alors, ceux qui font ça, ben, j'imagine qu'ils connaissent très bien leur corps, qu'ils connaissent leurs limites, mais c'est prouvé que ces deux formes de yoga qu'il y a beaucoup de blessures. Alors, vraiment, c'est une mise en garde très importante à faire pour ces deux formes-là. Le fly yoga, ben le fly yoga, c'est pas qu'on commence à voler dans le ciel, là, c'est pas ça du tout, mais on est comme assis sur un hamac avec plein de cordes autour qui nous permet de réaliser plus facilement des postures d'inversion, donc les postures d'inversion où est-ce qu'on a la tête en bas. Et par contre, c'est pas juste le yoga, parce que des fois, il y en a qui me disent « Ouais, mais ça, c'est vraiment le fun, puis c'est là que je vais faire toutes mes postures de yoga. » Ben, en fait, dans le fly yoga, on mélange, oui, du yoga traditionnel, mais on mélange des postures de danse, de gymnastique et de pilates. Donc, on met dans une séance de fly yoga, on mélange quand même plusieurs formes de postures. Et ça, c'est, je dirais, des yogas un peu plus, bon, on va dire physiques, mais il existe aussi du yoga plus spirituel. Alors, il existe, par exemple, le yoga Nidra, qui est assez populaire, qui est aussi très bénéfique pour des enfants TSA, autistes, ou des enfants hypersensoriels, parce que le yoga Nidra invite beaucoup à la méditation, mais c'est une méditation plus profonde où est-ce que notre conscience va prendre le contrôle sur notre corps. Et on ne dort pas dans des séances de yoga Nidra, on essaie de rester éveillé, mais en fait, on est comme dans une phase de demi-sommeil. Alors, c'est vraiment une relaxation profonde où est-ce qu'on est éveillé. Moi, je souris parce que dans le yoga nidra, j'en ai fait des séances, puis il y a des séances qui durent quand même 1 heure et demie, mais les séances d'une demi-heure, ça peut aller, mais les séances d'une heure, c'est certain qu'à un moment, moi, j'ai eu toujours de la difficulté à les compléter. Il y a un moment où est-ce que, pouf, il y a comme une petite switch là, que là, moi, je partais vraiment dans mon sommeil profond. Alors, le yoga nidra peut aider. C'est pour ça que je dis que c'est un très bon yoga pour les enfants qui sont hypersensibles, autistes, les enfants qui ont certains troubles sensoriels. Alors, c'est vraiment un yoga, je dirais, essentiel, pratique des fois pour ces enfants-là pour aider à apporter un calme et aider même à l'endormissement. Mais c'est important d'essayer de ne pas dormir normalement dans une séance de yoga nidra. Il y a aussi du yoga thérapie qui gagne en popularité, qui est vraiment très intéressant aussi si on a certains petits bobos ou des plus grands bobos, justement, parce que c'est le yoga que vous allez voir qui va avoir le plus d'outils de yoga utilisés, là, où est-ce qu'on utilise des bandeaux pour les yeux, des sangles, des coussins. Alors, c'est un yoga et on est super confortable. Si vous faites une séance de yoga thérapie, là, je dirais que tout le monde va adorer ça parce que ça fait du bien. C'est aussi le professeur en général est spécialisé dans certains, je dirais, problèmes qu'on a des fois de santé, parce que c'est un yoga qu'on va appliquer au domaine de la santé et qui va vraiment s'adresser à tout le monde. Alors, en général, on spécifie c'est quoi les problèmes qu'on a et l'enseignant est capable d'adapter la séance pour nos besoins. Et c'est un yoga qui fait vraiment du bien, autant les enfants, les adultes, des fois d'utiliser des sangles, des coussins, c'est super relaxant et ça aide beaucoup notre corps même à récupérer quand on est en période où est-ce qu'on a un rhume, où est-ce qu'on se sent plus fatigué, ça aide à récupérer l'énergie. Il existe encore du yoga
plus spirituels, comme les mantras yoga. Donc, si des fois vous allez dans une boutique de yoga, vous ne savez pas à quoi ça sert les grands chapelets. Bon, moi ici, exemple, j'ai des bracelets là, de yoga, mais il existe aussi des grands chapelets. C'est parce que des fois, dans le mantra yoga, ils vont réciter, ils vont faire une méditation en récitant des mantras. Donc, comme je disais, c'est des phrases positives qu'on se répète, des phrases bienveillantes dans la méditation, et ils vont le réciter avec normalement les 108 B qui font un chapelet. Alors, c'est supposé d'être ça. Et c'est ce qu'ils vont faire dans les mantras yoga. Il y a aussi le tantra yoga, qui est aussi une autre forme de méditation qui demande l'alignement de plusieurs éléments, beaucoup liés à la respiration. Et je pourrais continuer comme ça, mais je vais quand même quasiment terminer ici. Mais il existe aussi le yoga ball qui commence à gagner en popularité, où est-ce qu'on utilise des balles pour augmenter la flexibilité, la mobilité, améliorer la force physique. Et vous allez retrouver du yoga sur chaise, du yoga du visage, le yoga des yeux. Et récemment, bon, ça commence à prendre la popularité, le goat yoga, donc du yoga avec des chips. Il existe du yoga, comme je dis, vraiment pour tout le monde. C'est pour ça que je disais à chacun son yoga. Si vous faites quelques recherches, si vous êtes ouvert, vraiment arrêtez-vous pas une séance de yoga que vous n'aimez pas. Du yoga, il y en a pour tout le monde. Et ça m'amène justement à mon 5e fait. Le yoga est accessible à tous. Oui, parce qu'en plus d'avoir différentes formes de yoga, ben, le yoga est accessible à tous. Et ça m'amène à vous raconter une anecdote où est-ce que j'avais déjà proposé il y a 2 ans du yoga pour une école. Et il y a une enseignante qui me dit, ben moi, je peux pas prendre une séance de yoga parce que ma classe est composée majoritairement de garçons. Alors, vous voyez, encore une fois, on pense que le yoga, ben, est pas accessible à tous, c'est juste pour les filles. Mais non, le yoga, c'est plus populaire qu'on pense quand même auprès des garçons, auprès des hommes. Beaucoup aiment ça. Comme j'ai dit, il y a des formes de yoga même pour les athlètes. Il y a des hommes qui aiment ça, pratiquer le yoga, la méditation. Ça leur fait du bien, ça leur apporte un calme. Ils se sentent beaucoup mieux dans leur corps, dans leur tête. Alors, le yoga est vraiment accessible à tous. Un autre mythe aussi que j'entends souvent, c'est que le yoga, c'est seulement pour les personnes de taille mince. Mais non, le yoga, c'est vraiment pour tout le monde. Je vous le dis, même dans ma formation professorale de yoga, on était plusieurs, différentes tailles. Tout le monde arrive à faire du yoga. Tout le monde peut faire du yoga et ça peut être surprenant, là. Il y a des personnes de taille forte qui réalisent des très belles postures de yoga et qui sont même plus souple que moi. Là. Moi, je suis souple comme un 2x4, honnêtement. Là. Alors, vraiment, il ne faut pas s'arrêter à son poids, sa taille, sa forme. Le yoga, c'est pour tout le monde. Il suffit de trouver la bonne forme de yoga pour soi. Et une autre barrière psychologique qui est souvent dans la tête des gens, et même moi, je l'ai déjà eu pendant quelques années, parce que quand on regarde les réseaux sociaux, Instagram, ou même si on regarde des revues, hein, des fois on voit des revues avec des super de belles postures de yoga, bien c'est ça, on voit les gens qui exécutent des postures de yoga vraiment formidables. Puis là, on dit « wow, c'est donc bien beau » et c'est ça le yoga. Mais non, c'est vraiment pas ça. Et j'espère qu'avec tout ce que je vous ai présenté, vous allez vraiment aller plus loin dans votre réflexion du yoga. Le yoga, ce n'est pas de réaliser la belle posture. Le yoga, ce qu'on veut, c'est d'être bien dans la posture, se sentir bien. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un équilibre entre notre souplesse et notre forme, et notre force physique. Et ce qu'on veut aussi, c'est respecter ses limites. C'est très, très important de respecter ses limites dans le yoga. Donc, ça se peut qu'il y ait des postures que vous allez dire « Non, moi, je fais pas ça. Moi, je me sens pas bien là-dedans. Moi, je suis pas à l'aise. » Pour vous dire, dans ma formation de yoga, à un moment donné, il fallait faire, c'est sûr qu'il a fallu qu'on teste toutes les postures, mais s'il y a une posture qu'on ne se sent pas bien, ben on arrête. Moi, j'avais fait la roue, j'ai été une demi-heure à avoir des nausées, donc je n'ai pas refait la roue, là, on se comprend bien, puis c'est très comprenable. Alors, ça arrive justement qu'il y a des postures qu'on ne peut pas faire. Il y a aussi les postures, comme on voit, comme je disais, qui sont super bien réalisées. Exemple, le chien tête en bas, où est-ce qu'on voit le super beau V, les genoux pas pliés, etc. Puis on dit « wow, elle est donc bien bonne ». Puis, il faut faire attention à ça, hein, ce qu'on voit. Parce que ce qu'on voit, il y a des personnes qui font le yoga avec des postures qui ont de l'air super bien réalisées parce que c'est des gens qui sont hyper souples. Ils ont une hyper laxité. Mais ça, à la longue, les gens qui sont hyper souples comme ça vont développer des très, très gros problèmes physiques. C'est prouvé. Et ce qui arrive, c'est que ces gens-là, c'est qu'ils ont tellement trop
ben, ils n'ont même pas de temps de travailler leur souplesse parce qu'ils étaient hyper souples, mais ils ont tellement été vers des postures où est-ce qu'ils ont, je dirais, c'est ça, pris leur souplesse, je dirais, à un niveau plus loin que leur corps, sans savoir qu'ils dépassaient nécessairement leurs limites, qui n'ont pas travaillé leur renforcement musculaire. Donc, par exemple, ces gens-là, ils auraient intérêt, oui, à plier un peu plus les genoux dans la posture du chien tête en bas et de renforcer encore plus leurs muscles abdominaux, leurs abdominaux, de renforcer encore plus leurs muscles ici au niveau des omoplates quand on est dans la posture du chien tête en bas. Alors, d'aller vraiment renforcer leurs muscles. Et ça, en renforçant plus leurs muscles, ça va éviter à la longue d'avoir des blessures. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas s'arrêter à une image qu'on voit, de ne pas non plus avoir ça en tête lorsqu'on fait une séance de yoga et de se dire, ben écoute, c'est accessible à tous, c'est pour tout le monde, il suffit de trouver le yoga que moi j'aime le mieux pratiquer, l'enseignant aussi qui m'interpelle le plus selon la manière dont elle présente son yoga ou il présente son yoga, parce que comme j'ai dit, c'est vraiment tout le monde. Même moi, mon fournisseur de yoga, c'est un homme. C'est un homme qui fournit le matériel de yoga. C'est un enseignant de Iyengar Yoga, donc il est spécialisé là-dedans, puis il est excellent. Alors vraiment, là, je vous dis, soyez curieux, essayez différentes formes de yoga, arrêtez-vous pas une séance que vous aimez moins. Et j'espère que ces 5 faits-là vont vous inspirer à poursuivre, à reprendre la pratique de yoga ou peut-être même à essayer d'en apprendre un peu plus sur la philosophie du yoga. Et comme j'ai mentionné en début de live, ben, aujourd'hui, c'est mon dernier live. Alors, c'est une pause que je prends pour l'été. Par contre, c'est pas un arrêt complet où est-ce que je me retire des réseaux sociaux. Je vais quand même être présente sur les réseaux sociaux. En tout temps, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et je vais quand même être là. La seule chose, les lives vont arrêter, ils vont reprendre autour de la mi-août. Alors, vous allez voir des publications annoncées à ce sujet-là. Je suis déjà même dans la programmation des invités pour, dans le fond, du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Il y a des nouveaux invités, des nouveaux sujets qui vont vous être présentés. Comme c'est mon dernier live, le 20 juin, autant au Québec qu'en France, ce sera la fête des pères. Donc, je souhaite une bonne fête des pères à tous les papas présents dans ce monde. Je souhaite aussi une belle fête de yoga. Je vous souhaite d'être curieux, d'expérimenter, peut-être d'aller en apprendre un peu plus le 21 juin pour la fête du yoga. Et je me concentre aussi, parce que là, c'est la sortie de mon programme. J'en ai parlé un peu. Si vous allez sur mon site internet, alors andreagérard.com, sur mes services, vous allez voir qu'il y a un programme en ligne, Ma maison, mon école, ma liberté. Et bien ça, il faudra qu'il soit disponible. Hein? Alors là, je me concentre vraiment là-dessus. Il est quasiment fini. Il s'en va en programmation d'ici quelques semaines. Alors, la programmation commence pour que ce soit disponible au public dès l'automne, j'espère. Alors, dès l'automne, que ce soit disponible au public. Alors ça, tout va être annoncé en temps et lieu. Je vais faire des publications à ce sujet-là, ça va s'en venir. Peut-être qu'il va y avoir des lives dans l'été aussi, mais spécifiquement pour ça. J'en ai encore aucune idée de l'horaire pour la programmation, pour mon programme qui sort. Alors vraiment, c'est là-dedans que je vais recueillir tous mes meilleurs conseils pour tous ceux qui désiraient faire l'école à la maison et devenir quasiment autonome comme un enseignant et d'avoir plus d'outils pour avoir une parentalité positive et parce que ne veut pas, quand on fait l'école à la maison, on place la relation avec son enfant au cœur de son éducation. Alors, tous les détails vont être à venir sur mes réseaux sociaux et sur mon site Internet. Je vous remercie pour ceux qui ont été présents. Ma maman aussi qui est très présente et avec mon neveu Clément qui est souvent présent d'ailleurs dans les lives et tous les autres qui sont présents, quelques amis ici et là à l'occasion, d'autres aussi qui viennent se joindre à nous par curiosité et ceux qui réécoutent aussi en rediffusion. Merci aussi de prendre le temps d'écouter et de commenter. Et j'espère qu'on va se revoir tout le monde en nous pour des nouveaux sujets avec des nouveaux invités qui s'en viennent. Et bien sûr, il va y avoir quelques surprises à venir, d'autres concours aussi à venir. Pour les concours, faites attention ceux qui participent parce que je donne 1 mois pour réclamer les prix. Présentement, il y a encore une personne qui n'a pas réclamé son prix et ça finit dans quelques semaines. Alors, surveillez, c'est sûr, les réseaux sociaux lorsqu'il y a un concours pour participer comme il faut sous la publication et surveillez aussi si vous êtes gagnant pour réclamer votre prix.
Alors, je vous souhaite un bel été tout le monde. On se retrouve dès l'automne. Ben, ça va être encore la fin de l'été dans le mois d'août. Alors, dès la fin de l'été, début de l'automne, on va se retrouver pour les jeudis avec Andrea Gérard, consultante pédagogique. À bientôt!